Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous plongeons au cœur des vérités cachées et des révélations chocs issues de la dernière conférence de presse de Zakharova Maria, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Aujourd'hui, nous abordons des sujets brûlants qui secouent la scène internationale. Les crimes de guerre du régime de Kiev dévoilés dans le livre explosif de MS Grigoriev. L'ouverture d'un nouveau centre de formation de l'OTAN en Allemagne, qui pose des questions cruciales sur les ambitions occidentales en Ukraine. Les propos controversés du directeur général de l'AIEA sur le programme nucléaire iranien. Et l'escalade des sanctions américaines contre les entreprises et navires russes. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également analyser les déclarations incroyables de Zelensky, qui aurait proposé une somme astronomique pour influencer la Slovaquie, ainsi que l'avenir incertain du traité nucléaire New START alors que les relations entre Moscou et Washington atteignent un point critique. Suivons ensemble la conférence de presse et discutons ensuite. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et la partager autour de vous. À la fin, merci de partager avec nous vos avis en commentaire. Allons-y. Sur le livre de MS Grigoriev, les crimes de guerre du régime de Kiev. Nous opérons avec des faits. Nous nous référons à chaque fois, littéralement à chaque briefing. Je dis, citation directe, je cite les sources, et nous complétons les documents des briefings par des hyperliens, auxquels vous pouvez accéder pour consulter les documents et les chiffres. Nous présentons souvent, au cours de nos briefings, des faits sur les crimes de guerre du régime de Kiev. Je voudrais mentionner qu'un autre document est paru, qui constitue un exemple frappant de collecte de faits concernant les crimes du régime de Kiev. Il s'agit du livre de MS Grigoriev et d'Eve Sablin, Les crimes de guerre du régime de Kiev. Ce livre présente les témoignages directs des victimes des forces ukrainiennes, apporte des preuves des crimes commis par les néo-nazis ukrainiens et leurs complices entre 2023 et 2024. Ce n'est pas simplement une compilation de documents. C'est une chronique de ces années, car il contient des témoignages de personnes qui ont vécu ces horreurs, décrivant, avec les mots des simples citoyens, ce que faisait le régime de Kiev. Ce n'est pas le premier livre de cette série. Des ouvrages précédents ont déjà été publiés, Le fascisme ordinaire, Les crimes de guerre des forces ukrainiennes, 2014 à 2016, Le fascisme ordinaire, Crimes de guerre ukrainiens et violations des droits de l'homme, 2017 à 2020, et Les crimes ukrainiens contre l'humanité, 2022 à 2023. Les faits relatés dans cette publication sur les actes criminels des forces ukrainiennes sont terrifiants. Il s'agit de meurtres délibérés de civils, de tortures, de violences physiques, de pillages, de bombardements, de tirs et de destruction d'objets strictement civils, y compris des hôpitaux et des églises. Et cela n'est qu'une liste partielle des crimes commis par les néo-nazis ukrainiens. Toutes les données sur ces atrocités véritablement monstrueuses ont été recueillies par le tribunal public international et documentées dans le nouveau livre de MS Grigoriev et d'Eve Sablin. La valeur particulière de cette publication réside dans le fait qu'elle est fondée sur les témoignages de témoins oculaires et des personnes ayant souffert des griffes, des bêtes armées sous le contrôle du régime de Kiev. Il est difficile de lire et de regarder les crimes commis par les ukronazis, mais il est essentiel de les connaître, car ils constituent une preuve irréfutable de la justesse et de l'opportunité de la décision de mener l'opération militaire spéciale pour sauver les personnes qui ont été maltraitées pendant de nombreuses années par un régime créé pour que ces maltraitances, l'effacement de la culture, le mépris du bon sens et de la morale continuent de croître à une échelle de plus en plus grande. Aujourd'hui, nos militaires défendent les populations civiles des régions de Russie, la vie, l'honneur et la dignité des citoyens russes et des compatriotes dans nos régions historiques, le Donbass et la Nouvelle-Russie. Mais ils défendent aussi la vérité, que le monde en transition vers l'après-vérité pourrait perdre. Notre tâche commune est de faire tout ce qui est nécessaire pour que tous les coupables de ces crimes reçoivent une punition inévitable. Ces atrocités du régime de Kiev ne sont pas prescrites. Nous continuerons certainement à en parler. Это надругательство над правом, здравым смыслом и моралью продолжались еще многие годы, только увеличиваясь в масштабе. То, о чем я сказала, мы поговорим подробнее о работе. Sur le début des activités du Centre de l'OTAN pour l'assistance et la formation en matière de sécurité pour l'Ukraine en République fédérale d'Allemagne. Lors du sommet de l'OTAN à Washington en juillet de cette année, une série de décisions a été prise pour renforcer le soutien à l'Ukraine, notamment la création du Centre de l'OTAN pour l'assistance et la formation en matière de sécurité pour l'Ukraine, NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU. Ce centre a été ouvert à Wiesbaden, en République fédérale d'Allemagne. Récemment, l'Alliance a annoncé que cette structure était totalement opérationnelle et avait commencé ses activités. Le centre prendra en charge la coordination de toute l'aide militaire occidentale au régime de Kiev, y compris les livraisons d'armement et la formation des soldats des forces armées ukrainiennes. De manière paradoxale, l'OTAN continue de nier son implication dans le conflit. Il est prétendu que le centre fonctionnera sur le territoire d'un pays membre de l'OTAN, ce qui, selon eux, signifie que, sur le plan juridique, l'Alliance aide seulement à maintenir la souveraineté de l'Ukraine.
Tout peut être expliqué de cette manière. On a également expliqué ainsi aux gens, aux citoyens étrangers, l'existence de camps de concentration sur le territoire de l'Allemagne, des ghettos, l'extermination des gens et leur déplacement vers des territoires spécifiquement réservés aux races inférieures. L'Allemagne a historiquement su expliquer les choses. Maintenant, elle explique cela aussi. En réalité, l'OTAN s'engage de plus en plus profondément dans le conflit ukrainien. La création de structures spéciales chargées de fournir une aide militaire à l'Ukraine implique une participation directe à l'approvisionnement et au soutien non seulement d'un conflit du côté des forces armées ukrainiennes, mais aussi d'un régime terroriste dont la nature est néo-nazie. Que cherche-t-il à expliquer en Allemagne? Qu'il justifie l'ouverture de ce centre? Pense-t-il que cela n'est pas visible et que personne ne s'en doute? Nous appelons les choses par leur nom. Sur le territoire de l'Allemagne, un centre de coordination a été ouvert pour apporter de l'aide au régime terroriste de Kiev, qui repose sur des principes néo-nazis. C'est ainsi que les choses doivent être appelées. L'Allemagne a traversé un chemin difficile au XXe siècle. Le tribunal de Nuremberg lui a ordonné de tirer les leçons nécessaires et de faire un travail sur ses erreurs. Beaucoup ont suivi cette voie, notamment en Allemagne de l'Est. De plus, l'Allemagne a donné une série d'acteurs sociaux uniques, des antifascistes, qui ont profondément ressenti ce qui était arrivé à leur patrie. Mais tous ne se sont pas placés du « bon » côté de l'histoire. Beaucoup sont restés sur les positions du Troisième Reich. Ils n'avaient pas pu lever la tête, mais aujourd'hui, ils sont revigorés. Une fois qu'ils l'auront levée, ils la redescendront. Но не все заняли правильную сторону в этой истории. В западных кругах поднялась очередная волна спекуляций и домыслов относительно намерений Ирана в ядерной области. На этот раз поводом послужили, давайте скажем, неосторожные заявления генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в интервью итальянскому информационному агентству. Sur les déclarations du directeur général de l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, concernant le programme nucléaire iranien. Une nouvelle vague de spéculation et de conjectures a émergé dans les cercles occidentaux concernant les intentions de l'Iran dans le domaine nucléaire. Cette fois-ci, la cause en a été les déclarations maladroites du directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, lors d'une interview avec l'agence de presse italienne ANSA, le 16 décembre de cette année. Lors de cet entretien, il a pris l'initiative de discuter ouvertement du fait qu'avec les stocks existants d'uranium enrichi à 60%, l'Iran est presque au même niveau que les pays possédant des armes nucléaires. Les détracteurs de l'Iran, de toutes sortes, se sont empressés de faire de cette déclaration un scoop, en l'intégrant dans leur propre contexte conjoncturel et en omettant délibérément une précision importante faite par R. Grossi, le fait que l'uranium de qualité militaire ne puisse pas être inférieur à un niveau d'enrichissement de 90%. C'est une évidence, non seulement pour les spécialistes, mais aussi pour ceux qui s'intéressent un tant soit peu à cette interview et sont capables de comprendre ce qui est écrit. Cependant, ils ont extrait de ce qui a été dit, disséqué l'interview, et ainsi l'affaire a pris de l'ampleur. Toutefois, les observateurs impartiaux comprennent bien que de telles manipulations, destinées à présenter l'AIEA comme complice, voire initiatrice, des attaques politiques contre Téhéran, poursuivent toujours un seul objectif, présenter le programme nucléaire de la République islamique comme la principale menace pour la région du Moyen-Orient, menace contre laquelle la lutte peut être menée par tous les moyens, y compris la force militaire, sans tenir compte des conséquences et jusqu'aux derniers habitants de cette terre. Apparemment, ceux qui se livrent à ces manœuvres, les groupes politiques occidentaux engagés, les scénaristes et les faiseurs de politique, espèrent échapper à la responsabilité des graves violations commises par les États-Unis et les pays européens de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi qu'à la stagnation profonde du plan d'action global conjoint pour résoudre la question du programme nucléaire iranien. Néanmoins, il devient de plus en plus difficile pour eux de se justifier. Lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le 17 décembre de cette année, consacrée au dernier rapport du secrétaire général sur l'application de ladite résolution, toutes les ambiguïtés ont été levées. Les causes profondes des crises dans la mise en œuvre de l'accord nucléaire sont désormais évidentes pour tous. Elles sont liées aux actions illégales de l'Occident, dirigées par les États-Unis. La communauté internationale comprend clairement que ce sont les pays occidentaux qui ont fait échouer la conclusion d'un accord de restauration, alors que Téhéran a à plusieurs reprises signalé sa volonté de revenir aux paramètres du plan d'action global, à condition d'un mouvement synchronisé de la part de Washington, Bruxelles et Londres. Aujourd'hui, il est clair que les plans de nos adversaires sont très différents et qu'ils sont loin de la non-prolifération nucléaire. Il semble que le directeur général de l'AIEA devrait prendre en compte ce qui précède lorsqu'il souhaitera à nouveau discuter ouvertement du fait que l'esprit de l'accord initial avec l'Iran peut encore être utilisé, mais que l'accord lui-même n'est plus nécessaire.
Cela revient à ce que l'agence prononce un verdict sur l'accord nucléaire. Dans ce contexte, R. Grossi a raison sur un point. Si les États-Unis et les Européens ne sont pas disposés à respecter leurs engagements en vertu de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, alors le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, et l'accord de garantie globale signé entre l'Iran et l'AIEA restent en vigueur. Téhéran les respecte. De plus, ni le traité ni l'accord ne prévoient de limitation quantitative sur le développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, à condition que toute activité nucléaire dans le pays soit sous le contrôle de l'AIEA. Contrairement aux insinuations occidentales, le programme nucléaire iranien a toujours été et reste l'un des plus rigoureusement et intensivement vérifiés. Par qui? Par l'AIEA, comme cela est prescrit. Cela est confirmé par l'immense quantité de rapports produits. Peut-être que R. Grossi aurait dû mettre l'accent sur ce point dans son interview. Nous espérons que l'AIEA saura garantir l'objectivité et l'impartialité de la surveillance dans le cadre de son mandat technique, sans se laisser entraîner dans la politique et sans succomber aux manœuvres subtiles du camp occidental. Nous comprenons les motivations qui les animent. Nous y voyons la clé d'une coopération constructive entre l'agence et l'Iran, coopération que nous soutenons fermement. Cela inclut non seulement le fait que c'est la lettre et l'esprit de ce qui a été convenu, mais il faut aussi voir plus profondément dans la substance. Parce que ce sont en réalité les véritables garanties de sécurité. Elles sont inscrites, elles doivent être mises en œuvre dans la pratique. Mais pas simplement comme une sorte de concept politique, mais d'une manière concrète, en ayant une vision appliquée de ce problème. Sur l'élargissement des sanctions américaines à l'encontre des entreprises et des navires russes. Le 18 décembre de cette année, le département d'État américain a annoncé l'introduction de nouvelles sanctions contre un certain nombre d'organisations précédemment visées par des mesures restrictives en vertu de la loi sur la protection de la sécurité énergétique de l'Europe, en raison de leur participation à la construction du gazoduc Nord Stream 2. Je considère cela comme une récompense pour avoir atteint un niveau absolu d'absurdité. Habituellement, qu'il s'agisse de déclarations ou d'actions, les sanctions sont justifiées de manière conceptuelle, notamment contre ceux qui violent, détruisent ou sapèrent quelque chose. Il s'agit d'infrastructures civiles qui avaient été convenues entre les parties. Elles ont un objectif pacifique et n'ont été interdites par personne. Je pense que c'est la première fois que des sanctions sont imposées à ceux qui construisaient des infrastructures civiles, alors qu'elles ont été détruites lors d'un attentat et d'une diversion. Et, comme nous le comprenons, aucune recherche n'est menée par les Occidentaux pour trouver ceux qui ont planifié, organisé et exécuté ce crime. Les restrictions imposées par le décret de Joe Biden, dont le mandat présidentiel touche à sa fin, visent un certain nombre d'entreprises étrangères et russes, ainsi que des navires. La logique selon laquelle Washington prétend protéger la sécurité énergétique de l'Europe mérite clairement un meilleur usage. Je le répète, c'est un non-sens de protéger la sécurité énergétique de l'Europe en imposant des sanctions à ceux qui construisaient des gazoducs, tout en ignorant totalement l'enquête sur ceux qui ont détruit ces gazoducs. Même la direction de l'UE reconnaît que, pendant des décennies, la clé du développement industriel et de la prospérité économique de l'Europe, en particulier de l'Allemagne en tant que locomotive industrielle de l'Union européenne, étaient les approvisionnements stables et garantis de ressources énergétiques relativement bon marché en provenance de Russie. C'est dans ce but, dans l'esprit d'un partenariat de longue date, qu'un consortium international a été formé pour construire le gazoduc Nord Stream 2. Était-il interdit par les normes internationales lorsqu'il a été construit? Allait-il à l'encontre de la lettre et de l'esprit des accords ou des normes internationales? Bien sûr que non. Un seul pays était contre les États-Unis. Voilà ceux pour qui Nord Stream 1 et 2 étaient comme une épine dans le pied. Les Américains, manifestant leur prétendue préoccupation, ont d'abord tout fait pour empêcher la construction, sans avoir de droit à cet égard et agissant contre la législation nationale des pays de l'Union européenne et le droit international. Quant à la législation américaine, je ne veux même pas en parler, tout est clair de ce côté. Nous avons cité à plusieurs reprises les déclarations de hauts responsables américains avec des menaces directes envers le projet. Cela a été affirmé par le président américain Joe Biden, ainsi que par la secrétaire d'État adjointe de l'époque, Victoria Nuland. Le 26 septembre 2022, un attentat a été perpétré sur les conduites de Nord Stream 1 et Nord Stream 2. À la suite de l'explosion, le gazoduc a été partiellement hors service. Malgré les obstacles artificiellement créés, la Russie continue de chercher une enquête efficace, transparente et dépolitisée sur les actes de sabotage, pour identifier les responsables et les traduire en justice. Nous soulevons régulièrement cette question, y compris au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans ce contexte, les conséquences de la politique des États européens, motivée par la russophobie, de refus d'une coopération mutuellement bénéfique de longue durée avec notre pays dans le domaine des approvisionnements en hydrocarbures russes ont mis en danger la prospérité de l'Union européenne, non pas en tant qu'union,
mais précisément en tant qu'ensemble nationaux. Parce que la question tant discutée de la sécurité énergétique est devenue encore plus aiguë. Lors de la récente ligne directe, le président russe Vladimir Poutine s'est longuement arrêté sur les indicateurs économiques des pays européens. Ce ne sont pas des données secrètes, c'est ce que les pays de l'UE auraient dû savoir eux-mêmes, où les processus de déindustrialisation prennent de l'ampleur, en Allemagne et dans d'autres pays. Le chef de l'État russe a également déclaré à plusieurs reprises que la Russie s'acquittait de ses obligations contractuelles en matière de fourniture d'énergie et qu'elle était prête à continuer de fournir du gaz, y compris par le tronçon du gazoduc Nord Stream, qui reste intact après l'attentat. Cependant, à l'heure actuelle, nous ne recevons aucun signal des partenaires européens, et en particulier de l'Allemagne, concernant la reprise de ces achats. De plus, dès que les médias allemands commencent à poser cette question à leur gouvernement, ils ne se retrouvent pas devant l'objectif de leur caméra, mais sous le viseur. Des mesures de pression commencent à être appliquées à leur encontre. La question est, pourquoi l'Allemagne se comporte-t-elle ainsi? Pourquoi n'a-t-elle pas maintenu la coopération avec la Russie? Pourquoi n'a-t-elle pas assuré la sécurité des gazoducs Nord Stream 1 et 2? Je ne parle pas seulement de la sécurité technique, mais aussi de la politique. Pourquoi l'Allemagne n'a-t-elle pas défendu sa souveraineté dans un projet existentiel pour elle-même? Ceux qui posent ces questions évidentes en Allemagne ressentent immédiatement toute la force de la démocratie occidentale. En 2024, les livraisons de gaz russe en Europe, tant sous forme de gaz naturel que de GNL, devraient augmenter de 18% par rapport à l'année précédente et atteindre environ 53 milliards de mètres cubes. Dans les conditions actuelles, cela constitue une nouvelle confirmation éclatante de la fiabilité de la Russie en tant qu'exportateur et partenaire en matière de coopération énergétique. Contrairement aux politiciens européens et à leurs maîtres d'outre-Atlantique, la Russie assume sa responsabilité non seulement en respectant ses propres engagements, mais aussi en contribuant à assurer la sécurité énergétique mondiale et en apportant une contribution pratique à son maintien. Вот кто задает в Германии эти очевидные вопросы, тут же, так сказать, чувствует на себе всю силу демократии западной. Question. Je rappelle qu'il y a quelques jours, Zelensky a avoué avoir proposé de l'argent à Robert Fico pour que la Slovaquie approuve l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il s'agissait d'une somme de 500 millions d'euros provenant des actifs russes gelés. Vous avez précédemment mentionné l'Australie et 600 millions de dollars. Cette somme me semble également assez importante. Comment évalueriez-vous les actions de Zelensky dans cette situation? Va-t-il essayer de faire de même avec d'autres hommes politiques européens? Réponse. J'ai vu et entendu beaucoup de choses, y compris sur l'utilisation des propositions commerciales dans les relations internationales. Par exemple, on propose des règlements de conflits basés sur des modèles commerciaux, en promettant des investissements en échange de l'abandon de certaines revendications. On tente de faire avancer les choses par l'aspect humanitaire. Il existe divers modèles. Beaucoup d'entre eux fonctionnent. Mais une déclaration aussi directe, grossière et insultante à l'égard du dirigeant d'un autre État de la part de ce petit homme, qui est devenu V.A. Zelensky, pour être honnête, je n'ai jamais entendu quelque chose de similaire. S'il s'agit de personnalités politiques. D'autre part, V.A. Zelensky n'est plus président, il n'a plus de telles prérogatives. Pourquoi cela se produit-il? Il est indéniablement inadapté à cause de plusieurs facteurs. Sa dépendance aux drogues est désormais évidente. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de renseignements des services secrets de certains pays, mais parce que tout le monde peut le voir dans ses pupilles, ses yeux et ses expressions faciales. Deuxièmement, ses ambitions maladives, qui ont été cultivées par les curateurs occidentaux et amplifiées, jusqu'à un degré absolu de pathologie. Ces deux éléments le rendent totalement inadapté, tout comme ses déclarations. Mais il y a une autre raison pour laquelle V.A. Zelensky a fait appel à Herr Fico, lui a proposé de l'argent, etc. Il juge les autres selon son propre modèle. Il pense que, comme lui-même a pris de l'argent, comme cela a été fait avant lui, notamment par son entourage sur Bankova, alors c'est ainsi que fonctionnent tous les autres. Il en est absolument convaincu. La corruption en Ukraine est un fléau, reconnu par tous. En Occident, on dit ouvertement que cela est inacceptable. Ce n'est même plus une question de vol. En Occident, on parle de pays sponsorisant le terrorisme ou de pays soutenant le terrorisme, un État terroriste, chacun l'interprète à sa manière. Et maintenant, il devrait y avoir, ou devrait être introduite par les mêmes Occidentaux, une nouvelle notion dans le contexte de l'Ukraine, un État corrompu. Si nous parlons de Bankova, tout converge ici. L'État est un régime terroriste et corrompu. Tout cela est incarné par la figure de V.A. Zelensky. Il croit sincèrement que,
comme lui vit de cette manière et comme la clique politique en Ukraine vit depuis des années grâce à l'argent occidental, c'est ainsi que vivent ou doivent vivre tous les autres. À mon avis, c'est quelque chose qui vient du plus profond de son subconscient. Il pense qu'il est possible de communiquer avec les leaders mondiaux de cette manière. C'est ce qu'on lui a fait. L'Occident l'a conduit à cela et l'a mis sur un piédestal. Et s'il, comme l'Occident lui dit, est une star mondiale, une figure du firmament politique de l'univers, cela signifie que c'est correct de se vendre pour de l'argent et de vendre son pays et ses intérêts nationaux. C'est ainsi que pense V.A. Zelensky. De ses hauteurs, ou plutôt de ses profondeurs, il engage un dialogue avec tous les autres. Как Запад ему рассказывает, является звездой мировой величины, политического небосклона Вселенной, так значит, это правильно продаваться за деньги и продавать свое государство, и продавать национальные интересы, полагает Зеленский. Вот он с этих якобы высот, а на самом деле глубин, и ведет диалог со всеми остальными. En 2026, le traité New START SN.V3 arrive à expiration. La semaine dernière, le premier adjoint du conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis, J. Finney, a déclaré que Washington est prêt à continuer les contacts avec la Russie pour maintenir la stabilité stratégique et qu'il est prêt à discuter des mesures de contrôle des armes nucléaires sans conditions préalables. Moscou est-elle prête à de tels contacts et considère-t-elle, dans les conditions actuelles, la possibilité de conclure un traité qui pourrait remplacer le SN.V3 ? Nous ne voyons absolument rien de nouveau dans les propos de ce responsable américain par rapport à d'autres déclarations similaires faites auparavant par des représentants de l'administration sortante des États-Unis. Nous avons déjà répondu à de telles propositions à plusieurs reprises, tant par des canaux diplomatiques qu'en public, y compris à un niveau élevé. La position ferme et cohérente de la Russie n'a pas changé. Il est inacceptable pour nous de dissocier les questions de contrôle des armements des réalités géopolitiques et militaires actuelles. D'un côté, Washington affirme vouloir infliger une défaite stratégique à la Russie, et de l'autre, il se dit prêt à discuter de la manière de maintenir la stabilité stratégique. Cela prive tout dialogue hypothétique de toute base sensée et acceptable pour nous. À mon avis, cela ressemble à une sorte de dichotomie. Peut-être que les États-Unis ont de tels clients, qu'ils poursuivent cette démarche dans ce sens avec eux. Mais cela ne concerne certainement pas notre pays. En revenant sur le fait que ces appels proviennent de l'administration sortante, je voudrais remettre en question la formulation même de la question. Comment peut-on sérieusement ou hypothétiquement débattre de questions cruciales et déterminantes, ou commenter les déclarations de personnes qui, dans quelques jours, ne seront plus en fonction dans leur bureau à Washington. Comme nous l'avons déjà constaté à plusieurs reprises dans nos relations avec les États-Unis, le changement d'administration entraîne au minimum un réexamen substantiel, voire radical, des approches américaines en matière de stabilité stratégique et de contrôle des armements. Et, sur de nombreux autres sujets, nous avons vu un virage à 180 degrés. Il faut en tenir compte. А иногда просто радикальный до наоборот